Je m'appelle Emma. J'ai 60 ans. Et ce que je m'apprête à vous raconter changera à jamais votre manière de regarder votre propre famille. Il y a 3 jours à peine, mon fils Damian et ma belle-fille Mélissa ont poussé mon mari, Henri, et moi, du haut d'une falaise de près de 30 mètres. Étendue en contrebas, brisée et couverte de sang, j'ai entendu le chuchotement affolé d'Henri. « Emma, ne bouge pas, fais la morte. » Mais ce haine était pas le pire. Le pire, c'est la vérité qu'Henri a fini par m'avouer, une vérité que nos enfants avaient cachée pendant 25 ans. Pendant 4 décennies, nous avons bâti ce que je croyais être une famille parfaite. Chaque matin, dans notre pavillon de banlieue, l'odeur du café se mêlait au chant des oiseaux. J. était institutrice à l'aile école du quartier, et je rentrais l'après-midi avec des histoires d'enfants rieurs et têtus. Henri tenait son atelier de menuiserie. Ses mains, rugueuses mais délicates, transformaient un simple madrier en meuble précieux. Nous avions 2 fils, Richard, l'aîné, l'aile, âme de la maison toujours à rire, à aider son père, à épargner des soucis, et Damian, plus réservé, plus silencieux, que j'aimais pourtant d'un amour égal. Une mère ne fait pas de préférence, du moins est-ce ce que je me répétais. Le dimanche, après l'office, toute la famille se retrouvait autour de la grande table en chêne sculptée par Henri. Richard parlait de ses projets d'études en ingénierie. Damian picorait en silence, le regard perdu. La vie était simple et belle. Le soir, Henri et moi marchions sur le sentier qui contourne la ville. Nous parlions de nos rêves, des petits-enfants que nous verrions grandir, de la vieillesse côte à côte, dans cette même maison. Je n'imaginais pas que ces promenades nous préparaient à celle qui faillit nous tuer. Les week-ends, j'organisais des repas où mes sœurs, Harriet et Irène, débarquaient avec mari et enfants. La maison vibrait de rires, de courses d'enfants, de recettes partagées en cuisine, pendant que les hommes réparaient quelque chose dans le jardin. Henri était mon partenaire idéal. Après 40 ans de mariage, il m'apportait encore des fleurs des champs. Il m'aidait à corriger des copies. Je lui tenais des planches pendant qu'il sciait. Nous étions une équipe indissoluble, croyais-je. Puis Richard a eu 20 ans, et quelque chose a changé. J'entendais des chuchotements entre frères, vite interrompus quand j'entrais dans le couloir. « Des broutilles », disait Henri. « Ça passera. » Je voulais le croire. J'avais besoin d'y croire. Un soir d'octobre, exactement 25 ans plus tôt, Richard n'est pas rentré dîner. Nous avons attendu jusqu'à 11h, puis minuit, puis 1h du matin. Damian, censé étudier, terdait un regard que je n'oublierai jamais quand je prononçais le prénom de son frère. À l'aube, des voisins et Henri ont retrouvé le corps de Richard au fond d'un ravin. La police a parlé d'accident, un faux pas dans l'obscurité. Je n'ai pas questionné la version officielle. La vérité réelle était trop monstrueuse pour être pensée. Les funérailles de Richard furent le jour le plus noir de ma vie. Je portais ma seule robe noire, la même que pour l'enterrement de ma mère. Damian était étrangement calme pour un cadet qui vient de perdre son aîné. Moi, je n'avais plus de larmes. Henri ne m'a pas quitté, m'a soutenu quand mes jambes lâchaient, a murmuré des mots de réconfort, des mots dont je connais aujourd'hui l'amertume. Après la mort de Richard, Damian a changé du tout au tout. Plus attentif, plus prévenant, comme s'il voulait réparer l'irréparable. Il aidait à la maison, accompagnait son père à l'atelier, me rapportait de petites attentions quand il me voyait triste. Je me suis dit que c'est que d'éniter comment était sa manière de vivre le deuil, d'occuper le vide laissé par son frère. Quelle naïveté! Il se fabriquait un masque parfait pour mieux cacher le monstre dessous. Les années ont passé, la plaie ne s'est jamais refermée, mais nous avons appris à survivre avec elle. Damian a épousé Mélissa, une fille douce du bourg voisin, et l'on eût dit qu'ils étaient heureux. 2 beaux enfants sont nés. La vie semblait nous offrir une seconde chance. Mélissa m'appelait « Maman », m'aidait à la maison, souriait avec une tendresse dont je sens aujourd'hui l'arrière-goût métallique. Damian avait hérité du talent d'Henri et monté son propre atelier. Tout paraissait de nouveau à sa place. Allongé au fond de ce ravin, le goût de fer dans la bouche, j'ai compris que cette harmonie haine était qu'un décor patiemment dressé. Les premiers signaux d'alarme ont commencé il y a 6 mois, quand Henri et moi avons décidé de mettre à jour notre testament. Une vie, économie. La maison, un petit terrain hérité de mes parents, un bas de laine qui flirtait avec 200 000 $. C'est Damian qui a proposé d'aller voir l'avocat. « Maman, papa, vous avez 60 ans. Il faut tout prévoir », a-t-il dit, avec ce sourire que je ne peux plus voir sans frissonner. À côté, Mélissa hochait la tête et me caressait la main, la même main qui, plus tard, me pousserait dans le vide. « On vous aime tant, nous voulons que tout soit en ordre », susurrait-elle. Maître Albert, un vieux conseiller de confiance, nous a exposé les options. Fiducie,
legs partagé entre petits-enfants, testament classique. Damian insistait pour que lui et Mélissa soient nos seuls héritiers, promettant de répartir équitablement, Pessi ensuite. De toute façon, vous aurez besoin de nous quand vous serez plus âgés, disait-il. Quelque chose, dans son ton, me glaçait. Henri, lui, se laissait convaincre trop confiant, comme toujours. Les semaines suivantes ont eu un goût étrange. Damian et Mélissa venaient plus souvent, mais ils ne venaient plus pour nous. Ils venaient avec des idées. Vendre la maison, investir ici, souscrire là, prendre telle assurance. Cette maison est trop grande pour vous deux, a lancé Damian d'un ton que je ne lui connaissais pas. Mélissa, les yeux calculateurs sur nos meubles, ajoutait. Le marché est haut. Vous seriez si bien dans un appartement en ville. Nari trouvait leurs arguments raisonnables. Moi, je sentais poindre autre chose, une pression, une impatience, un appétit. Un soir, après une discussion tendue de plus, j'ai demandé à Henri s'il ne trouvait pas cela bizarre, cet intérêt soudain de Damian pour nos finances. Il m'a répondu qu'il se souciait de nous, Bayinke, pas Cinquatale. Mais, dans son regard j'ai deviné une ombre qu'il refusait de nommer. Aujourd'hui, je sais qu'il commençait à relier des points que j'ignorais encore. Et bientôt, la simple inquiétude deviendrait terreur. Damian demanderait la procuration sur nos comptes, par précaution. Et je comprendrais que notre fils ne cherchait pas à nous protéger, mais à finir ce qu'il avait commencé 25 ans plus tôt. La demande de procuration que Damian a formulée ce soir-là a marqué un tournant. Je me souviens encore de son regard fixé sur Henri, comme un prédateur qui attend le moment de bondir. « Papa, tu n'as plus 20 ans. Et si un jour tu ne pouvais plus signer? Il faut penser à l'avenir. » Henri a esquissé un sourire fatigué et n'a pas protesté. Moi, j'ai senti une sueur glacée couler dans mon dos. Tout sonnait faux. Mais comment soupçonner son propre fils? Comment admettre que le sang de Richard et le nôtre ne suffisait pas à le rassasier? Dans les semaines suivantes, la tension a grandi. Damian venait souvent seul, sans Mélissa, et s'asseyait longuement avec Henri dans l'atelier. Quand je les surprenais, les conversations s'interrompaient brusquement. Henri me disait que ce N était que des affaires d'hommes, mais je savais reconnaître le poids du secret dans la voix de mon mari. Ses yeux évitaient les miens. Quelque chose de lourd planait, et je ne savais pas encore que était un fardeau vieux de 25 ans. Puis vint ce jour dit, été où tout a basculé. Damian et Mélissa ont proposé une randonnée familiale sur les falaises, un dimanche ensoleillé. Cela nous fera du bien de respirer, et les petits pourront courir, a dit Mélissa avec un sourire qui me semblait sincère. J'ai hésité, mais Henri m'a convaincu. Nous sommes partis avec un panier de pique-nique, comme autrefois. Je voulais y voir un signe d'apaisement, un retour au jour heureux. Le sentier serpentait à travers des herbes hautes et des rochers chauffés par le soleil. Les enfants riaient en courant devant nous. Mélissa marchait à mes côtés, me parlant de recettes et de projets d'avenir, comme si rien était étrange. Damian, lui, restait en arrière avec Henri. J'ai jeté un coup d'œil. Il posait la main sur l'aile, épaule de son père, et un frisson m'a traversé sans que je sache pourquoi. Arrivé au sommet, le vent s'est levé, soulevant nos cheveux et nos chemises. La vue était splendide. L'océan, bleu profond, étendait à perte de vue. Henri a pris ma main et m'a murmuré. « Restons ensemble. » Ce furent ses derniers mots avant que tout bascule. Un cri, un choc, un vertige, j'ai senti deux mains dans mon dos. Un élan violent, et soudain le vide. Le ciel et la mer se sont confondus, mon cœur a explosé dans ma poitrine. Je suis tombée, j'ai roulé sur des pierres, mon corps s'est brisé contre le sol. Je n'entendais que mon souffle rauque et, plus haut, les voix lointaines de Damian et Mélissa, qui appelaient les enfants. À côté de moi, Henri gisait, le visage en sang, les yeux entr'ouverts. J'ai voulu hurler, mais un murmure à peine audible a franchi ses lèvres. « Emma, ne bouge pas, fais la morte. » Alors j'ai compris que ce n'était pas un accident, compris que nos propres enfants nous avaient condamnés, compris qu'Henri savait déjà. Les minutes suivantes se sont étirées comme des heures. Les enfants, tenus à distance, n'ont rien vu. Damian s'est penché au bord de la falaise et, croyant notre chute fatale, il a repris sa marche sans hésitation. Mélissa lui a glissé la main dans la sienne. Leurs silhouettes se sont éloignées, comme si de rien était. Henri respirait difficilement. J'ai serré sa main. « Pourquoi ?» ai-je soufflé. Ses yeux se sont remplis de larmes. Il a fermé un instant les paupières avant de murmurer. « Parce qu'il a déjà tué, Emma. » Mon sang s'est glacé. Richard. Notre fils aîné. Le sourire éclatant, les projets d'ingénieur,
La lumière de notre maison. Richard N. était pas mort d'un accident, 25 ans plus tôt. J'ai voulu croire que Henri délirait sous la douleur. Mais son regard clair, lucide, malgré la souffrance, ne laissait aucune place au doute. Damian avait précipité son frère dans le ravin, des années auparavant, pour une raison que j'ignorais encore. Et aujourd'hui il venait d'essayer d'achever son œuvre, cette fois contre nous. Le soleil déclinait déjà, projetant une lumière dorée sur les falaises. Je retenais mon souffle, consciente que le moindre mouvement pouvait trahir ma survie. Henri luttait pour rester conscient. Dans ce silence effroyable, un seul mot résonnait dans mon crâne. Pourquoi ? Et au fond de moi, une certitude naissait, plus tranchante que la douleur, plus brûlante que la peur. Si je survivais à cette chute, je découvrirais la vérité. J'exposerais Damian et Mélissa, peu importe le prix. Et le fantôme de Richard aurait enfin justice. Le crépuscule tombait sur le ravin, apportant avec lui un froid humide qui s'infiltrait jusque dans mes os. Chaque souffle que j'arrachais à mes poumons résonnait comme une plainte rauque, chaque mouvement envoyait une décharge de douleur à travers mon corps. Mes vêtements étaient déchirés, collés par le sang séché. Mais ce qui me glaçait le plus, ce haine, n'était pas la souffrance physique, était le silence autour de moi. Un silence lourd, ponctué seulement par le souffle erratique d'Henri. Je sentais sa main faiblir dans la mienne, ses doigts glisser. « Pardon, Emma. » Je savais. Depuis toujours. Ces mots, à peine chuchotés, m'ont transpercé comme une lame. Ses yeux, voilés de douleur, m'ont fixé une dernière fois, puis se sont éteints. J'ai compris qu'Henri emportait dans la mort un secret enfoui depuis 25 ans, la vérité sur Richard. Je me suis accrochée à son corps sans vie, mes larmes se mélangeant à la poussière. Mon cœur hurlait de chagrin, mais ma gorge restait muette. Je ne pouvais pas crier. Si je voulais survivre, il fallait que je me taise. La nuit s'est installée, dense et glaciale. Je suis restée immobile, le visage collé à la terre, écoutant le moindre bruissement. Chaque craquement de branche me donnait l'impression que Damian revenait pour s'assurer de notre mort. Mais il ne revint pas. Peut-être pensait-il que nos corps seraient découverts le lendemain, réduits à de simples cadavres au bas d'une falaise. Cette pensée m'a traversée comme un courant électrique. Je n'était pas censé être en vie. Mon existence, désormais, devenait un affront à son plan. Quand la lune s'est levée, j'ai rassemblé mes forces. Mes mains, couvertes d'aies, éraflures et de sang, ont cherché appui sur les rochers pour commencer l'ascension. Chaque pas me coûtait une éternité, mes jambes tremblaient, mes ongles se brisaient contre la pierre, mais une seule idée m'habitait, vivre pour comprendre. J'ai grimpé, m'arrachant à la mort centimètre par centimètre, jusqu'à atteindre enfin le sommet. Le ciel, constellé d'étoiles, étendait au-dessus de moi comme une promesse. Je n'ai pas pris le chemin de la maison de Damian. Non. J'ai tourné mes pas vers le village. À l'aube, titubante, j'ai atteint la route principale. Un vieil homme conduisant une camionnette de livraison s'est arrêté net en me voyant. Mon visage tuméfié, mes vêtements en lambeaux, mon allure d'ombre suffisaient à raconter une histoire tragique. Sans poser de questions, il m'a emmené chez le médecin de campagne. Quand la police est arrivée, je leur ai tout dit. La randonnée, la chute, la main qui m'a poussé. Mais à mesure que je parlais, je voyais le doute grandir dans leurs yeux. Un fils qui tente de tuer ses parents ? Quelle absurdité, pensaient-ils. Ils ont noté mes propos, mais leur ton était déjà sceptique. Peut-être un accident, ont-ils soufflé. J'avais envie de les secouer, de leur hurler que je n'étais pas folle, que je savais ce que j'avais senti. Mais je me suis tue. Je savais que mes paroles seules ne suffiraient pas. Et puis Damian est venu à l'hôpital. Oui, lui, mon fils, mon bourreau. Il a franchi la porte avec un bouquet de fleurs, l'air inquiet, jouant à la perfection son rôle de fils aimant. « Maman, quelle frayeur tu nous as faite ! On dit que tu es tombée. » Ses yeux ne trahissaient rien, pas un frisson de culpabilité. J'ai senti mon estomac se tordre de rage et d'effroi. Mais je n'ai rien répondu. Je l'ai laissé parler, déverser son flot de paroles mielleuses. À la fin, il a déposé les fleurs sur ma table et ajouté d'une voix douce. « Repose-toi, on s'occupera de tout. » Guillemets double. Ces mots, si banals en apparence, ont résonné comme une menace. De tout. Oui, de la maison, de l'argent, de mon avenir. Je était plus une mère à leurs yeux, mais un obstacle sur le chemin de leur fortune. Les nuits suivantes, dans le silence de ma chambre, j'ai commencé à remonter le fil du passé. Je me suis souvenu des disputes entre Richard et Damian, étouffées dès que j'entrais dans la pièce. Je me suis rappelé les silences lourds d'Henri, ses regards fuyants quand je l'interrogeais. À l'époque, je croyais à de simples jalousies fraternelles,
aux caprices de l'adolescence. Mais aujourd'hui, je voyais clair. Richard N. n'était pas tombé par hasard. Damian l'avait précipité dans ce ravin, tout comme il avait tenté de me précipiter des années plus tard. Cette vérité me brûlait. Je savais que si je voulais survivre, je devais jouer un rôle, celui de la mère brisée mais docile, qui accepte les attentions de son fils sans poser de questions. En réalité, je préparais ma riposte. Je ne pouvais pas compter sur la police. Je devais moi-même fouiller le passé, retrouver ceux qui avaient connu mes fils, reconstituer ce qui était passé cette nuit-là. Et surtout, cacher mes intentions à Damian et Mélissa. Devant le miroir de la salle de bain de l'hôpital, j'ai observé mon reflet. Mon visage tuméfié, mes yeux cernés, mes cheveux emmêlés. Je ne me reconnaissais plus. Mais dans ce regard brisé, brillait une lueur nouvelle. J'avais perdu mon mari, mon aîné, mon innocence. Mais je n'avais pas perdu ma volonté. J'ai serré les poings. Damian pensait m'avoir tuée. Il me croyait déjà effacée, réduite au silence éternel. Mais je respirais encore. Et tant que je respirais, je chercherais la vérité. Je voulais qu'il voie un jour dans mes yeux ce qu'il avait refusé d'y lire. La colère d'une mère trahie, et la promesse d'une justice implacable. Après ma sortie de l'hôpital, la vie reprit son cours d'apparence trompeuse. Les voisins me saluaient avec compassion. Les fleurs déposées par des mains bienveillantes encombraient encore la table du salon. J'appris à me mouvoir dans ce décor comme on porte un costume. Chaque sourire, chaque remerciement était une pièce de théâtre minutieusement jouée. Damian et Mélissa continuaient leur visite cérémonieuse, prodiguant conseils et soupçons de sollicitude. Mais je savais lire derrière leurs gestes. Sous la politesse se cachait une mécanique froide, réglée pour isoler, pour achever une prise de contrôle. Je devais feindre la faiblesse pour mieux les observer. La maison résonnait autrement désormais. Chaque meuble semblait plus lourd, chaque souvenir plus net. La chaise en bois que Richard aimait aller gratter du bout des doigts, la marque sur le chambranle de la porte où Henri mesurait la hauteur des enfants. Tout était empreint d'un temps qui ne reviendrait plus. Je passais des heures à feuilleter des albums, à écouter des vieux enregistrements, à traquer des indices dans des lettres jaunies. Tout ce que je trouvais formait une carte incomplète. Il fallait relier ces fragments pour comprendre la logique de la trahison. Avec prudence, j'avais commencé à rencontrer des témoins. Irène, ma sœur, était mon alliée la plus discrète. Elle accepta de téléphoner à d'anciens amis, à des voisins éloignés, à ceux qui avaient connu Richard avant que les non-dits ne linent, étouffent. Les confidences vinrent au compte-gouttes. Un collègue qui se souvenait d'un échange agité entre frères, une ancienne camarade qui avait remarqué l'angoisse de Richard dans les jours précédant sa disparition. Ces confessions n'étaient pas des preuves en soi, mais elles formaient une trame, une tonalité. Richard avait été en conflit avec quelqu'un qui tenait à ses intérêts plus qu'à sa vie. Puis je découvris l'atelier. Je m'y rendis comme une voleuse, le cœur battant, chaque pas mesuré. La porte s'ouvrit sur l'odeur familière de la sciure et de l'huile. En fouillant, j'eus le sentiment de pénétrer l'intimité d'Henri, de toucher ses pensées consignées en marge de factures et de devis. Mon regard tomba sur un dossier discret, soigneusement glissé dans un coffre. Là, des emails imprimés, des propositions d'achat, des noms récurrents. Le plus troublant, des échanges où la lettre D revenait comme un point d'appui. Damian. Je reculai d'un souffle. Les montages bancaires, les virements programmés, tout se découpait en un schéma cohérent. Une volonté d'extraire progressivement des fonds, d'accélérer des ventes, de contourner l'autorité de Henri. Je ne pouvais pas me permettre la hâte. Chaque mouvement révélait une vulnérabilité que Damian et Mélissa surveillaient. Ils insistaient pour m'aider à trier des papiers, à répartir des dossiers, à signer des formulaires administratifs. Je persistais à laisser faire, mais j'analysais, recopiais en secret, photographiais des pages compromettantes. Une stratégie, prendre l'apparence d'une grand-mère effacée, tout en collectant des preuves. Leur confiance était mon instrument, leur arrogance, ma couverture. Un soir, une lettre anonyme glissée sous la porte bouleversa mes certitudes. Cherche dans la boîte à outils d'Henri. -R. 3 mots encryptés dans la plume d'un disparu. Était-ce vraiment écriture de Richard? Était-ce un appel à la mer, un ultime souffle laissé pour que la justice ne croule pas sous la poussière? Je ne pouvais l'ignorer. La mention de la boîte à outils ranima en moi des images de notre vie commune. Henri, penché sur un établi, sifflotant une mélodie, les doigts noirs de copeaux. Je courus à l'atelier à la nuit tombée. La boîte à outils était cachée sous un établi, protégée par un rabat de bois qu'Henri chérissait comme sa relique. À l'intérieur, des factures et des reçus, oui, mais aussi un carnet que je ne connaissais pas. Des notes griffonnées,
des références bancaires, des noms abrégés. Et là, une page plus récente, écrite d'une main pressée. D propose la société L pour racheter le terrain. Henri refuse. Attention au virement non autorisé. Archive. Mon estomac se noua. Ce N était pas une preuve juridique en soi, mais C était une ligne directe vers la motivation. Damien n'avait pas agi par simple caprice. Il avait un projet, un dessein économique que Richard, dans son intégrité, avait voulu empêcher. Je rencontrai le notaire que mon mari consultait depuis des années. En feuilletant des dossiers, je compris que Henri avait repoussé des offres répétées, qu'il avait noté des tentatives de manipulation, et qu'il était opposé à des clauses dangereuses. Le professionnalisme du notaire se mua en béance lorsque je posais des questions sur des virements récents et des procurations signées. Il leva les yeux, surpris. « Nous avons des papiers incomplets, madame. Certaines signatures manquent de clarté. » J'extorquai des copies, des extraits bancaires, et le notaire accepta, finalement, de garder ces documents en lieu sûr, à la condition que j'engage une démarche prudente. Malgré tout, l'ennemi demeurait proche. Un soir où je retournais chez moi, j'aperçus Damien dans l'allée, feintement surpris. Son sourire était impeccable comme toujours. Mélissa, à ses côtés, avait l'air soucieuse. Leurs gestes, synchronisés, trahissaient l'habitude d'un plan partagé. Je fis semblant d'eux, être heureuse de les voir, accepter leur proposition de s'occuper des corvées, les laisser farfouiller dans un tiroir, mais je gardais en moi une certitude. Lorsque viendrait le moment d'agir, ils ne soupçonneraient rien. Chaque soir, avant de fermer les volets, j'allumais une petite lampe, m'asseyais à la table où Richard avait autrefois étudié, et écrivais des listes. Une colonne, témoin à rappeler. Une autre, document à photocopier. Une troisième, question à poser au notaire. Le plan se dessina lentement, méthodique, patient. Ma douleur, transformée en énergie, devint moteur. La ruse me protégerait, la vérité me rendrait justice. Je savais néanmoins que révéler tout d'un coup serait dangereux. Damien, si habile pour manipuler les perceptions, trouverait le moyen de remettre en cause ma lucidité. Je devais réunir des éléments tangibles, irréfutables. Des témoins prêts à témoigner, des textes signés, des virements documentés. Cela demanderait du temps, de la ruse et une force que je croyais avoir perdue. Mais désormais, la force revenait, plus froide et plus déterminée qu'auparavant. La nuit tomba sur la maison. Durant quelques heures, le monde sembla reculer et me laisser seule avec mes résolutions. J'ai caressé une photo de Richard, son sourire figé dans le cadre, et promis silencieusement que je n'arrêterais pas avant d'avoir chassé le mensonge qui avait rongé notre foyer. Demain, j'irai voir Julien, puis le notaire. Demain, je frapperai encore aux portes que je n'avais pas osé ouvrir. Et peu à peu, pièce après pièce, je démantèlerai la toile tissée autour de nous. Les jours suivants, je me levais avec une seule idée en tête, reconstruire la vérité pièce par pièce. Le visage souriant de Richard me revenait sans cesse, comme pour me rappeler que ma quête N était pas seulement une question de survie, mais un devoir envers lui. Chaque matin, j'organisais mes notes, raturais, recoupais des informations, comme une enquêtrice improvisée. Le café refroidissait sur la table, mais ma détermination restait brûlante. Je commençais par revoir Julien, l'ancien camarade de Richard. Nous nous rencontrâmes de nouveau dans le même café aux murs jaunis, mais cette fois J était armé de questions précises. Julien évoqua une dispute qu'il avait surprise entre mes deux fils, quelques semaines avant le drame. Damien criait, Richard lui disait de rester en dehors d'affaires qui ne le regardaient pas. Sika était violent, je n'avais jamais vu ça entre eux. Mon cœur se serra. Je me rendais compte que j'avais passé des années à ignorer les fissures dans leur relation. Puis je contactai l'ancien professeur de physique de Richard. Un vieil homme à la barbe blanche qui se souvenait d'un élève brillant, mais préoccupé dans ses derniers mois. Il écrivait des notes pendant mes cours, pas sur les équations. Comme s'il préparait autre chose. Il fouilla dans ses tiroirs et me montra un vieux devoir qu'il avait gardé. Au dos, Richard avait griffonné un schéma, une série de flèches reliant des noms et des chiffres. Au centre, une initiale, D. Ces indices me hantaient. Je les recopiais le soir dans un cahier, établissant une chronologie. Tout désignait Damien, mais je n'avais encore rien qui puisse convaincre la police. Alors je décidai d'explorer un autre terrain, la banque. Irène, ma sœur, m'accompagna discrètement. Ensemble, nous rencontrâmes un employé de confiance qui avait connu Henri depuis des années. Il accepta de vérifier certains comptes. Son visage se crispa lorsqu'il parcourut les relevés. Il y a eu des retraits inhabituels. Et des signatures qui ne sont pas de la main de votre mari. J'eus l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. Chaque découverte confirmait ce que je pressentais.
Damian avait méthodiquement préparé sa mainmise sur notre patrimoine. Mais pourquoi Richard devait-il disparaître? Pourquoi Henri avait-il été la cible ensuite? Était-ce uniquement l'argent? Je sentais que quelque chose de plus sombre se cachait derrière. Une volonté d'effacer toute opposition, toute voix discordante. Mélissa, de son côté, jouait son rôle à la perfection. Elle m'apportait des plats, s'asseyait près de moi, parlait de ses enfants avec douceur. Mais ses yeux parfois me trahissaient un éclat glacé. Un soir, elle me dit à voix basse: « Vous devriez laisser Damian gérer les affaires. Vous êtes fatiguée, Emma. » J'ai hoché la tête comme une vieille femme docile, mais en moi, une colère sourde grondait. Elle faisait partie du complot, complice jusqu'au bout des ongles. Un après-midi pluvieux, j'ai décidé de retourner une nouvelle fois à l'atelier. En ouvrant une armoire dissimulée derrière des planches, je tombais sur un carton fermé par un vieux cadenas. La clé se trouvait sur le trousseau d'Henri, que j'avais conservé. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, adressées à Henri. L'une d'elles me glaça. « Si tu continues à t'opposer, je ferai en sorte que tu perdes plus qu'un fils. » L'écriture était brouillonne, mais familière. Je n'avais pas besoin d'expertise pour reconnaître la main de Damian. Je m'assis sur le sol, les mains tremblantes. Ce N était plus seulement un soupçon, C était une menace explicite, un aveu déguisé. Je pleurais en silence, mêlant rage et désespoir. Mon fils avait tué son frère, trahi son père, tenté d'anéantir sa mère. Comment avais-je pu ne rien voir? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Assise près de la fenêtre, je regardais la pluie écrasée contre les vitres. Une phrase revenait sans cesse. Je dois frapper la première. Si j'attendais, Damian trouverait un autre moyen de messe. Éliminé. Mais si je parvenais à rassembler toutes ces preuves, à convaincre la justice, peut-être aurais-je une chance. Pour la première fois, je me suis sentie prête à me dresser face à lui. Au matin, je rangeais soigneusement chaque document, chaque note, dans une chemise que je cachais sous le plancher de ma chambre. Je savais que ce N était que le début. Les prochains jours seraient décisifs. Damian croyait que J était une femme affaiblie, prête à céder. Mais il allait découvrir qu'une mère trahie possède une force que rien n'arrête. Je me levais avant l'aube, courbaturée mais résolue. Le sommeil était désormais une contrainte que je m'accordais parcimonieusement. Chaque heure éveillée me permettait d'agir, de penser, d'assembler des morceaux de vérité. J'avais pris l'habitude de dîner seule, silencieuse, feignant l'apathie pour que Damian et Mélissa ne devinent rien. Ils me croyaient fragile. Ils ne voyaient pas la stratégie qui mijotait sous ma peau. Ma première mission quotidienne fut de retourner à la banque. Irène m'accompagnait, sa présence rassurante me donnant le courage de parler sans trembler. Nous avions un rendez-vous discret avec un employé de confiance, un homme que mon mari connaissait depuis des années. Quand il nous accueillit, son visage, habituellement impassible, se dégrada en expression grave en voyant mes pansements aux tempes. Je lui tendis les copies des relevés bancaires que j'avais dérobés lors d'un tri de papier. Il prit une longue respiration, parcourut les pages et détourna les yeux. « Il y a des virements programmés vers un compte individuel, dit-il à voix basse, et certaines signatures ne correspondent pas. Nous pouvons remonter la trace, mais il faudra une procédure formelle. Guillemet double ?» Ces mots furent une lumière. J'avais enfin un allié prêt à regarder ces chiffres, avec la rigueur requise. Le plan se précisa. Nous établirions une demande d'audit discret. En parallèle, je continuerai à collecter des preuves indirectes. Témoignages, notes, objets. L'audit, si l'on découvrait des malversations, forcerait la banque à protéger nos comptes et aurait valeur légale. Pendant que la banque avançait sa petite enquête, je multipliais les rencontres. J'allais voir l'ancien collègue de Henri, Marco, un homme solide qui avait travaillé à ses côtés pendant des années. Marco se souvenait d'un changement dans l'attitude de mon mari, des factures où figuraient des commentaires comme « vérifier »,« prévenir »,« ne pas signer ». À la lueur de ces documents, il me confirma que Henri avait résisté à des pressions. Il tenait à préserver le terrain familial, me dit-il. Il soupçonnait que quelqu'un cherchait à forcer la vente. Guillemets double. Ces pièces s'imbriquaient, les menaces écrites, les virements suspects, le dossier de l'atelier. C était comme assembler un tableau morcelé qui, une fois complété, dessinait un portrait de cupidité et de froid calcul. Mais une chose me taraudait. Pourquoi tuer Richard? Peut-être avait-il découvert des preuves, peut-être, était-il opposé à une manœuvre que Damian voulait mener en secret. Les souvenirs que Julien et le professeur m'avaient livrés laissaient entrevoir que Richard enquêtait sur quelque chose d'important. Un après-midi, alors que je feignais la faiblesse, je surpris une conversation entre Damian et Mélissa.
Il ne se méfiait pas de moi, il pensait que j'étais encore trop affaibli pour écouter. Les mots que j'entendis me frappèrent comme des coups. Nous devons accélérer. Les papiers d'Henri peuvent encore bloquer la vente. Ne t'inquiète pas, répondit Mélissa. Emma va partir faire soigner sa jambe chez Irène. Nous pourrons gérer la succession sans encombre. Leur assurance me donna la nausée. Ils parlaient de moi comme d'un obstacle administratif, une case à cocher. Je compris que le temps leur était compté. Il fallait agir vite, mais smart. Le soir même, j'organisai une visite chez mon notaire, prétextant des formalités administratives. Je pris avec moi quelques documents photocopiés et une lettre anonyme reçue quelques semaines plus tôt. Le notaire, homme pondéré, consulta les papiers et fronça les sourcils. « Si ces documents confirment des mouvements non autorisés, madame, je vous conseille de déposer plainte. Mais il faudra des preuves tangibles. » Sa réserve était frustrante et légitime. La justice ne se fondait pas sur émotion, mais sur le poids des preuves. Alors j'y élaborai une tactique plus subtile, piéger la confiance. Je suscitais de petites erreurs chez eux. J'acceptais leur aide pour trier des cartons, et, quand Mélissa éloignait pour répondre au téléphone, je feignais l'oubli d'un document important, puis je le plaçais en évidence, dans un tiroir qu'elle fouillait. Quelques jours plus tard, je fis croire à Damian que je voulais vendre un meuble ancien pour payer des frais médicaux. Il s'agissait d'attirer son attention sur un faux contrat que j'avais préparé avec l'aide du notaire. Un leurre destiné à le pousser à commettre une faute. La ruse porta ses fruits. Damian se montra gourmand. Il contacta la société L, en se croyant discret. Mais il laissa des traces que notre employé de banque sut remonter. Le piège N était pas parfait, mais il suffisait à éveiller des soupçons officiels. Plus important encore, cela calmait ma peur. Je voyais qu'ils pouvaient être pris à leur propre jeu. Cependant, leur vigilance resta intense. Damian me surprit à prendre des notes dans le carnet où j'avais consigné mes investigations. Il haussa un sourcil et tenta un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu devrais te reposer, maman. »« Païa », me dit-il. Son ton, doux en apparence, dissimulait une menace claire. Je hochai la tête, répondant d'un air absent, mais à l'intérieur je bouillonnais. J'avais désormais besoin d'un témoignage clair, d'un élément irréfutable. La chance me sourit lorsqu'un ancien ouvrier de la menuiserie, Tom, accepta enfin de me parler. Il était présent la nuit où Richard avait prétendument disparu. Il l'avait trouvé sur le chemin, mais, par peur, n'avait rien dit. Sa voix trembla quand il évoqua la scène, et j'eus l'impression que mes mains se vidaient, puis se remplissaient d'une énergie nouvelle. Tom confirma que Richard discutait avec quelqu'un ce soir-là, qu'il avait l'air inquiet, et qu'un véhicule avait été aperçu non loin, une camionnette blanche, avec un logo partiellement effacé. C était une piste tangible, un témoin, un véhicule, un lieu. Avec ce témoignage en poche et les virements bancaires en cours d'audit, je devenais dangereuse pour eux. Damian pressentit que quelque chose changeait. Je sentais son attention se resserrer autour de moi, comme si un prédateur percevait un mouvement. Mais plus il se rapprochait, plus je me sentais prête à dévoiler la part la plus obscure de sa trahison. La nuit qui suivit cette rencontre, je restais éveillée, relisant chaque note, chaque message, chaque souvenir. Le visage de Richard me fixait depuis le cadre, immobile. Je lui parlais à voix basse, lui promettant que sa lumière ne serait pas éteinte par le mensonge. Demain, je déposerai la plainte, si la banque confirmait les irrégularités. Demain peut-être, tout basculerait. Le lendemain matin, j'avais le cœur battant comme une horloge affolée. J'avais pris rendez-vous avec l'employé de la banque qui menait en secret l'audit des comptes. Lorsque je franchis la porte de son bureau, son visage grave me fit comprendre que les nouvelles seraient lourdes. Il posa devant moi un dossier relié de documents officiels. « Madame, nous avons vérifié. Plusieurs signatures attribuées à votre mari sont des faux. Les retraits ont bien profité à un compte appartenant à Damian. » J'ai senti le sang quitter mes joues. Ce que je soupçonnais depuis des semaines prenait enfin corps sur du papier incontestable. Je rentrais chez moi avec ce dossier dissimulé sous mon manteau. Chaque pas résonnait dans ma tête. « Voici ta preuve. » Mais je savais aussi que posséder ces documents faisait de moi une cible plus encore qu'avant. Damian n'hésiterait pas une seconde si jamais il découvrait que j'avais ce dossier. Je le cachai aussitôt dans la trappe sous le plancher, avec les lettres et les notes de Richard. Là reposait mon trésor. La vérité, encore fragile, mais suffisante pour abattre leur masque. Dans l'après-midi, Mélissa frappa à ma porte. Elle avait apporté une tarte encore chaude. Son sourire était doux, trop doux, comme une couche de miel recouvrant un couteau. « Emma, vous devez penser à vous, » me dit-elle. « Laissez Damian gérer les choses. » Ses yeux s'attardèrent un instant sur la commode où je venais de poser mon sac. J'ai senti un frisson me parcourir. Elle cherchait à deviner où je dissimulais mes armes. J'ai aussitôt détourné la conversation, parlant des enfants, de leur devoir d'un
école. Elle se laissa prendre au jeu. Mais J était certaine qu'elle, aussi, doutait de ma passivité. Le soir, Irène est venue me voir. Je lui ai tout confié. Les documents bancaires, les faux, le témoignage de Tom, les menaces écrites. Elle tremblait autant que moi, mais son regard s'illumina d'une résolution nouvelle. « Tu n'es pas seule, Emma. Je témoignerai, moi aussi, si nécessaire. » Ces mots furent un baume sur mes plaies invisibles. Pour la première fois, depuis la chute dans le ravin, je sentais un véritable soutien. Mais Damien, lui, resserrait son étreinte. Le lendemain, il débarqua sans prévenir, me trouvant assise dans le salon. Ses yeux fouillèrent la pièce, comme s'il cherchait une faille. « Maman, tu sembles différente, dit-il lentement. Tu caches quelque chose ? J'ai soutenu son regard, feignant la lassitude. Je suis simplement fatigué, Damien. Tu t'imagines des choses. Il sourit, mais ses lèvres tremblaient d'un léger tic nerveux. Ilven était pas dupe. Cette nuit-là, j'ai mal dormi. Je croyais entendre des pas dans le jardin, une ombre près de la fenêtre. Chaque craquement me faisait sursauter. Était-ce Damien qui rôdait, ou bien mon imagination enfiévrée ? Je restais assise près du téléphone, prête à appeler Irène ou la police au moindre bruit suspect. Mais l'aube finit par se lever sans incident. Je pris une décision. Il fallait porter plainte officiellement, quitte à essuyer des doutes. Je préparai mes documents, les rangeai dans une chemise sobre et pris la route du commissariat. Le policier de garde me reçut avec un mélange de méfiance et de curiosité. Je déposai le dossier devant lui, racontant tout. La chute dans le ravin, la mort de Richard, les faux relevés, les menaces. Son stylo resta suspendu au-dessus de la feuille. Il me demanda « Êtes-vous certaine de ce que vous avancez ?» Je répondis, sans trembler « Mon fils a tué son frère. Et il a tenté de tuer ses parents. Je ne veux plus me taire. » Guillemets double. Il écouta longuement, puis prit les copies. « Nous allons ouvrir une enquête préliminaire, » dit-il finalement. Ces mots résonnèrent comme une délivrance, même s'il était qu'un début. Je sortis du commissariat avec un mélange d'espoir et de terreur. Eto se resserrait, mais de quel côté ? En rentrant, je trouvai sur ma table un mot glissé sous la porte. Écriture hâtive, tracée au crayon. « Fais attention !» Il sait. Mon sang se glaça. Quelqu'un m'observait. Quelqu'un suivait mes pas. Était-ce un voisin compatissant ou un autre témoin silencieux ? Peu importait. Ce message confirmait ce que je redoutais. Damien avait perçu mon mouvement. La guerre désormais était ouverte. À partir du jour où j'avais franchi la porte du commissariat, ma vie bascula dans une vigilance permanente. Le simple geste de tirer mes rideaux le matin ou d'ouvrir ma porte d'entrée me semblait chargé d'un danger invisible. Je savais que Damien ne resterait pas passif après ma plainte. Il m'avait toujours sous-estimé, mais maintenant, il avait dû comprendre que était plus la mère effacée qui se laissait guider. Je représentais une menace directe, et cette prise de conscience le rendait plus imprévisible que jamais. Ses visites se multiplièrent. Il surgissait à l'improviste, prétextant s'inquiéter de ma santé. Mais son regard, inquisiteur, balayait chaque recoin de la maison. Ses yeux se posaient parfois sur mes tiroirs fermés, sur la commode où je rangeais mes papiers, et je retenais mon souffle. « Tu sembles nerveuse, maman » glissait-il d'un ton mielleux. Je haussais les épaules, feignant l'indifférence. Mais en dedans, je serrais les poings, consciente que le moindre faux mouvement pouvait me trahir. Mélissa, de son côté, redoubla de douceur. Elle m'apportait des plats chauds, des desserts, qu'elle disait avoir préparés avec soin. Elle me parlait des enfants, de leur progrès à l'école, de leur rire. Tout cela aurait pu attendrir une autre femme. Mais moi j'avais appris à lire derrière les sourires. Dans ses yeux brillait un éclat glacé, une vigilance de prédateur qui se cache derrière des manières aimables. Un soir, alors que je faisais semblant de dormir dans le salon, je l'entendis chuchoter au téléphone, la voix presque tremblante. « Elle ne tiendra pas longtemps, tu verras. » Ces mots se gravèrent en moi comme une brûlure. Ils attendaient ma chute, la planifiaient même, convaincus que j'allais m'effondrer d'une façon ou d'une autre. Heureusement était plus seule. Irène venait régulièrement. Aux yeux du voisinage, elle était qu'une sœur attentionnée qui veillait sur moi. Mais en réalité, elle était mon pilier, mon oreille et mon témoin. Elle avait convaincu Tom, l'ancien ouvrier de la menuiserie, d'accepter de parler. Cet homme simple, marqué par la peur et la culpabilité, finit par avouer qu'il avait vu Richard la nuit de sa mort, discutant avec quelqu'un dans l'ombre. Il avait entendu des éclats de voix, puis un silence brutal.
Plus loin, une camionnette blanche avait démarré en trombe. Tom n'avait rien dit, par crainte de représailles, mais son témoignage, même tardif, valait de l'or. Je compilais tout dans mon cahier. Les relevés bancaires falsifiés, la lettre de menace retrouvée dans l'atelier, les propos de Tom, les souvenirs de Julien et du professeur. Chaque pièce ajoutée épaississait le dossier, chaque détail traçait plus clairement la silhouette de Damian, et, derrière lui, celle de ses complices. C'est alors qu'un nouveau nom surgit. Leroux. Dans les lettres d'Henri, dans ses notes griffonnées, ce patronyme revenait avec insistance, toujours associé à la mystérieuse « Société L ». Je me souvenais que Damian avait prononcé ce nom des années plus tôt, en parlant d'un investisseur puissant et sans scrupules. Leroux, disait-on, n'hésitait pas à ruiner ses partenaires pour accroître son empire. Si Damien S. était allié à lui, alors la cupidité expliquait tout. Richard était mort parce qu'il s'opposait à un projet, Henri avait résisté, et moi J était devenu la dernière barrière. Je me rendis chez le notaire avec ces éléments. À mesure que je déroulais mes soupçons, son visage se fermait. « Leroux » murmura-t-il. J'ai déjà entendu son nom. Des affaires troubles, des soupçons de fraude, mais jamais de condamnation. Sa voix était grave, presque compatissante. Si votre fils est lié à lui, alors vous avez raison d'être sur vos gardes. Ces paroles validèrent mes intuitions. Mon ennemi N était pas seulement mon fils, C était un réseau, une alliance d'intérêts, et J était la seule à en détenir les preuves. À partir de ce jour, une présence nouvelle m'accompagna. Une camionnette blanche, garée à distance dans ma rue. Le moteur éteint, vitres opaques, mais je distinguais parfois l'ombre d'un homme derrière le pare-brise. Elle apparaissait le matin, disparaissait l'après-midi, revenait le soir. Au début, je crus à une coïncidence, mais la répétition ôta tout doute. On me surveillait. Était-ce Damian lui-même, ou Leroux? Peu importait, le cercle se resserrait. Je pris alors une décision radicale, mettre mes preuves à l'abri. Avec Irène, nous avons fait des copies de chaque document, chaque lettre, chaque témoignage. Nous les avons confiés à un avocat indépendant, un homme de confiance recommandé par le notaire. Quand je posai le dossier sur son bureau, je lui dis simplement « Si quelque chose m'arrive, publiez tout ». Il acquiesça sans poser de questions. Mais son regard m'indiqua qu'il comprenait l'ampleur du danger. Ce soir-là, Damian est venu me voir. Mais son masque avait changé. Son visage n'affichait plus l'air inquiet du fils attentionné. Il était fermé, dur, presque menaçant. Il s'assit sans même retirer son manteau, et planta ses yeux dans les miens. « Tu parles à trop de gens, maman. Tu ferais mieux de penser à ta santé. » Sa voix était calme, mais glaciale. Je lui rendis son regard, et pour la première fois je ne cherchais pas à fuir. « Ma santé va bien, Damian. Ce qui me tue, c'est le mensonge. » Guillemets doubles. Un silence lourd remplit la pièce. Ses yeux se rétrécirent, et un rictus imperceptible effleura ses lèvres. Puis il se leva, sans un mot de plus, et sortit. J'attendis d'entendre le bruit de la portière de sa voiture, avant de respirer à nouveau. J'avais vu ce soir-là, la vérité nue. Le monstre avait cessé de se cacher. Je restais seule dans la maison plongée dans l'ombre, le cœur battant. Mais Jolin était plus la femme naïve qui refusait de voir. J était devenue la gardienne d'un secret trop lourd, la détentrice d'une vérité qui menaçait leur empire. Ils pensaient m'avoir brisée. Ils découvriraient bientôt qu'ils avaient réveillé ma force. La tension monta d'un cran, après le dépôt du dossier chez l'avocat. J'avais cru, un instant, que la paperasserie suffirait à faire trembler Damian, que la vérité, posée sur le papier, aurait assez de poids pour renverser son édifice de mensonges. Mais la vérité n'est pas toujours un barrage infranchissable. Parfois, elle n'est que lave ou rêle, étincelle qui met le feu à des maisons déjà sèches. Damian l'apprit vite, et il choisit d'agir avant que la justice n'ait le temps de se prononcer. Les jours suivants, ses allées et venues devinrent plus calculées. Il arrivait à l'improviste, repartait sur un prétexte, revenait encore. Il observait, testait, cherchait à provoquer une réaction qui le mettrait à l'abri de tout soupçon. Une nuit, alors que je ne m'attendais à rien, la sonnette retentit. J'ouvris, personne. Sur le paillasson, une simple boîte en carton. À l'intérieur, une photo de Richard, prise de dos, et une note. « Tu vas prendre le même chemin si tu dépasses les bornes. » Mon sang se glaça. Leur cruauté avait dépassé la froide logique du calcul financier pour toucher à l'irrémédiable. Ils voulaient me briser émotionnellement. Mais cela eut l'effet inverse. La menace me fortifia plutôt qu'elle ne m'abattit. Je fis appel à la police une nouvelle fois.
Le commissariat prit acte, consigna la photo et la note, mais leur efficacité resta limitée. Jusqu'à preuve directe, ils ne pouvaient ni arrêter ni protéger indéfiniment. L'enquête suivait son cours, lente et laborieuse. J'appris bientôt que la banque avait officiellement lancé un gel préliminaire sur quelques comptes, sur demande du notaire. Était une petite victoire juridique, mais elle irrita Damien et ses complices. Bloquer l'accès aux fonds ralentissait leur machine. Pour compenser, ils doublèrent leur pression ailleurs. Mélissa, toujours impeccable, commença à organiser des visites. Pour m'aider à trier, mais, sous couvert de bonté, elle décida d'isoler certains témoins potentiels. Elle convint un ancien voisin de venir dîner, le raconta à demi-mot. Il partit convaincu que je voulais l'accabler inutilement. D'autres voix s'éteignirent. Certains témoins reculèrent, effrayés par les regards, ou par des promesses voilées. La peur, je le découvris, était pas seulement une arme physique. Était un mécanisme social qui anesthésiait la vérité. Pourtant, quelques personnes tinrent bon. Tom accepta de déposer une déposition écrite. Julien s'engagea à témoigner publiquement si nécessaire. Le notaire transmit aux autorités certains documents compromettants, et grâce à cela, la police put élargir sa recherche sur la camionnette blanche signalée par Tom. Un véhicule fut repéré aux alentours d'un dépôt industriel lié à la société L. La piste de Leroux, enfin, semblait tangible. Mon cœur battit si fort que je crus évanouir. Leroux, ce nom qui avait hanté mes pages depuis des semaines, s'avérait réel et dangereux. La découverte de ce dépôt changea la dynamique. La police demanda la coopération des procureurs et lança une perquisition. Je n'en sus rien au début. Tout se déroula dans le secret pour ne pas alerter les suspects. Puis, un matin, la télévision locale diffusa un court reportage. Perquisition dans une affaire de fraude financière liée à la société L. Les images montraient des hommes en gants, des cartons saisis, des ordinateurs emportés. Mon téléphone sonna jusqu'à en devenir brûlant. Irène pleura de joie. J'eus l'impression d'avoir enfin déplacé une pierre qui bouchait l'entrée d'un tunnel souterrain. Damien réagit comme je m'y attendais. Il perdit momentanément son aplomb. Il épiait moins ouvertement, mais il devint plus menaçant dans ses silences. Lors d'un déjeuner familial factice, il éloigna, fit semblant d'écraser une cigarette dans l'allée, et murmura à mon oreille. « Tu ne sais pas contre qui tu joues, maman !» Ce souffle court, cette menace à mi-voix, me confirma que Leroux n'était pas un investisseur abstrait. Était un homme entouré de relais, prêt à tout. La situation prit une tournure plus intime et cruelle. On tenta de salir ma réputation. Des rumeurs circulèrent dans le village. L'un des complices de Leroux, un homme besoin d'argent et de silence, diffusa des insinuations sur mon état mental, sur des décisions que j'aurais soi-disant prises par colère. Les commérages firent leur œuvre, certaines bonnes volontés reculèrent, des visages se fermèrent. L'isolement fut une arme aussi efficace que les menaces physiques. Mais je était plus seul pour longtemps. Un journaliste local, intrigué par la perquisition et par étrangeté de l'affaire, chercha à rencontrer la famille. Il prit des notes précieuses, des détails que la police, en procédure, ne pouvait pas révéler. Sa curiosité fit sortir l'affaire de l'ombre et obligea quelques témoins à parler, car, une fois publique, la honte pesa sur ceux qui avaient fermé les yeux. La presse n'est pas toujours juste, mais elle est parfois une balance qui fait basculer la morale publique. À présent, les pièces du puzzle se mettaient en place. Les virements, les menaces, la société L, la camionnette, les témoins. Le prochain acte semblait inévitable. Une confrontation officielle, peut-être une arrestation, peut-être un procès. Mais je savais que Damien ne se rendrait pas sans résister. Il avait trop à perdre pour accepter sereinement la chute de son stratagème. Ce soir-là, je restais debout longtemps, regardant la photo de Richard sur la cheminée. La maison paraissait plus calme, mais en dessous grondait un bruit sourd, comme la promesse d'un orage imminent. J'avais allumé une petite lampe, posé mon cahier sur la table et écrit une lettre, non pas à la police ni au juge, mais à Richard. J'y confiais ma peur, ma colère et ma promesse. Je l'avais entendu, et je le vengerais. Le matin de l'audience, l'air semblait plus froid que d'habitude. J'avais passé la nuit à relire les documents, à m'imprégner des paroles de ceux qui avaient accepté de parler. Chaque page lue me rappelait que la vérité, aussi lourde soit-elle, avait désormais une trajectoire. Elle ne dépendait plus seulement de ma mémoire, mais d'un faisceau de preuves corroborées. Le notaire m'avait annoncé la convocation la veille. Le procureur, en rassemblant nos éléments, avait décidé d'avancer. Je me sentais à la fois fatiguée et plus vive que jamais. La colère m'avait donné de l'aile, énergie, une lucidité presque clinique. La salle d'audience était froide, lumineuse et solennelle. On m'appela,
et je m'avançai en serrant dans mes mains la feuille sur laquelle j'avais noté les dates et les noms. Damien était là, en costume sombre, l'air fatigué, mais poli. À ses côtés, Mélissa gardait cette expression contrôlée qui m'avait tant inquiété. Lorsque la session commença, le procureur prit la parole d'un ton grave, expliquant la nature de l'affaire et les raisons qui le poussaient à envisager un renvoi vers une instruction plus approfondie. Je me sentais minuscule et énorme à la fois. Minuscule devant la mécanique judiciaire, énorme parce que j'en étais l'origine fragile. Les témoignages s'enchaînèrent. Tom parla d'une voix hésitante de la camionnette blanche qui avait suivi Richard. Julien décrivit la dispute entre frères et la crainte visible sur le visage de mon fils aîné dans les jours précédant sa disparition. Madame Roux, la voisine, témoigna qu'elle avait entendu des propos inquiétants concernant une « solution » pour forcer la vente du terrain. Chacun apportait un fragment de réalité, et ces fragments, mis bout à bout, peignaient un tableau cohérent. Damian avait cherché à instrumentaliser la vente, et il existait des pressions et des menaces. Tout au long des déclarations, je regardais Damian. Il devenait de plus en plus pâle, et parfois ses doigts se crispaient sur le revers de sa veste. Il tenta de répondre quand on l'interrogea, mais ses réponses sonnèrent creuses face aux faits exposés. La somme des relevés bancaires falsifiés, des lettres de menaces et des témoins concordants, formaient un dossier lourd. À la fin des auditions, le procureur demanda un huis clos pour examiner les pièces et détermina que l'affaire devait être instruite. Des investigations plus poussées seraient menées et des mesures conservatoires prises. La décision tomba comme une pluie froide. Damian fut placé sous contrôle judiciaire, retrait de passeport, obligation de se présenter régulièrement au commissariat, interdiction de disposer des biens contestés. Mélissa, quant à elle, fut mise sous surveillance administrative dans le cadre de l'enquête. Ces mesures ne signifiaient pas qu'ils étaient coupables, mais elles limitaient leur capacité à contourner la justice. Pour la première fois depuis des mois, je sentis que la lumière pouvait pénétrer l'ombre dans laquelle ils se croyaient à l'abri. Sortis du palais de justice, les regards étaient différents. Des voisins qui, autrefois, évitaient ma porte, me saluèrent d'un hochement de tête alourdi de culpabilité. La presse locale attendit devant l'entrée, cherchant des images, des mots. Un journaliste m'aborda avec délicatesse, me demandant simplement si j'avais un message. Mes jambes tremblaient. Je murmurai. Je veux juste que la vérité soit dite. Une phrase simple, mais qui pesait comme un serment. Pourtant, la bataille ne faisait que commencer. L'instruction promettait des mois de procédure, d'expertise bancaire et d'interrogatoire. Damian ne renoncerait pas facilement. Il disposait de ressources, d'alliés et d'une détermination froide. Au fil des semaines qui suivirent, l'instruction révéla d'autres éléments. Des contrats douteux, des échanges électroniques où Damian discutait avec des représentants de la société L, et des documents attestant des prélèvements irréguliers. La police effectua d'autres perquisitions, et Leroux fut convoqué comme témoin. La toile se resserrait. Je vis bientôt des indices de panique chez mes accusés. Des amis qui évitaient les appels, des comptes gelés, des tractations précipitées pour limiter les dégâts. Chaque découverte rapprochait la possibilité d'un procès, et chaque pas me rappelait que la justice est lente, mais qu'elle finit par avancer lorsque les pièces tiennent. Un après-midi, Mélissa vint me voir pour parler, cette fois sans le masque de conciliatrice. Assise face à moi, elle sembla fragile. « Emma, je ne savais pas jusqu'où Damian irait », murmura-t-elle. Ses paroles ne sonnaient pas comme des aveux sincères, mais comme la confession d'une femme qui découvrait l'ampleur du mensonge. Je la regardai calmement. « Il y a des faits, Mélissa. Les preuves existent. Si tu veux aider, parle. » Je vis une hésitation, puis elle se leva, me serra la main et sortit. Peut-être ne reviendrait-elle jamais du côté de la loyauté, mais l'ombre d'un doute me suffit pour le moment. Alors que l'hiver approchait, je compris que mon combat haine était plus seulement le mien. Il rassemblait des témoins, des professionnels et des inconnus, qui, peu à peu, avaient choisi de ne plus se taire. Je me sentais entourée, fragile parfois, mais soutenue par une force collective. La route restait longue, procès, plaidoiries, récits entrecroisés. Mais pour la première fois depuis la chute qui avait failli nous ôter la vie, je percevais une lumière stable à l'horizon. Richard N. n'était pas encore venu à moi, mais la possibilité d'une reconnaissance publique de la vérité se rapprochait. Je m'endormis cette nuit-là, avec un étrange sentiment de paix, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que j'avais transformé ma douleur en action. L'action, parfois, suffit à faire trembler les colosses. L'hiver avait envahi le village. Les toits se couvraient d'un voile blanc. Les branches dénudées craquaient sous le gel, et le silence des nuits se faisait plus profond encore. Mais ce silence ne m'écrasait plus comme autrefois. Au contraire, il me tenait compagnie, comme s'il m'aidait à écouter les échos du passé. Chaque souffle glacé qui entrait par les interstices des fenêtres me rappelait que Richard,
Henri et moi avions marché un jour sur ce même chemin de famille, et que je devais aller jusqu'au bout de ma quête. N était plus simplement une mère endeuillée. J était devenue la mémoire vivante de ce qui avait été détruit. L'instruction judiciaire avançait lentement, mais sûrement. Les enquêteurs m'appelaient souvent, me demandant de préciser des dates, de relire certains courriers, de compléter des détails qui semblaient insignifiants mais qui, une fois mis ensemble, dessinaient un puzzle solide. Je sentais parfois l'impatience me gagner, car chaque jour passé à attendre représentait une chance de plus pour Damian de manigancer. Mais je me répétais que la justice exige du temps, et que ce temps, je devais l'endurer avec patience et vigilance. Damian, désormais placé sous contrôle judiciaire, ne pouvait plus agir à sa guise. Il venait moins souvent, et lorsqu'il apparaissait, C était accompagné d'un agent chargé de vérifier ses obligations. Je le voyais passer dans la rue, silhouette tendue, comme un fauve enfermé dans une cage trop étroite. Son regard, lorsqu'il croisait le mien, avait changé. Moins d'assurance, plus de crispation, une peur mal dissimulée. Pourtant, je savais qu'il ne renoncerait pas. Un homme capable de tuer son frère et de pousser ses parents dans un ravin ne s'avouait pas vaincu aussi facilement. Mélissa, elle, se faisait discrète. On disait qu'elle éloignait peu à peu de lui. Elle n'assistait plus aux réunions avec l'avocat, se réfugiait davantage chez ses parents. J'appris par un voisin qu'elle avait confié à demi-mot qu'elle n'avait pas signé pour ça, comme si elle découvrait l'ampleur réelle de ce qu'avait commis son mari. Pourtant, lorsqu'elle croisait mon regard, je percevais toujours une lueur d'ambiguïté, culpabilité ou peur. Je ne savais plus. Pendant ce temps, je poursuivais ma propre enquête, comme une femme qui refuse de céder. Un après-midi glacial, je retournais à l'atelier de Henri. Les outils étaient recouverts de poussière, les planches empilées semblaient figées dans le temps. En fouillant une vieille commode, je tombais sur un carnet de Richard que je n'avais jamais vu. À l'intérieur, entre des croquis maladroits, figuraient de petites notes. Elle parlait d'une rencontre prévue avec un homme lié à la société L, d'un désaccord autour du terrain, d'un danger imminent. Les pages étaient incomplètes, certaines arrachées, mais elles suffisaient à montrer que Richard avait découvert des irrégularités bien avant sa mort. Je restai de longues minutes à caresser ces lignes de mes doigts tremblants. Mon fils avait tenté de protéger notre famille, et c'est cette tentative qui lui avait coûté la vie. Ces découvertes s'ajoutèrent aux éléments déjà connus, les virements falsifiés, la lettre de menace écrite par Damian, le témoignage de Tom sur la camionnette blanche, l'existence de Leroux et de la société L. Peu à peu, une trame irréfutable se dessinait. La police confirma bientôt que des liens financiers reliaient Damian à Leroux, des échanges électroniques, des dépôts suspects, des rendez-vous secrets. C était suffisant pour justifier une confrontation officielle. Ce jour-là, lorsque je pénétrais dans la salle d'interrogatoire, mon cœur battait si fort que je crus défaillir. Damian était assis en face de moi, vêtu d'un costume sombre. Son visage avait perdu son arrogance, il paraissait tendu, presque fébrile. Quand nos regards se croisèrent, il se pencha et murmura « Tu détruis ta propre famille, maman ». Je pris une inspiration profonde et répondis d'une voix ferme « Non, Damian, ce n'est pas moi. C'est toi qui l'as détruite. Moi, je tente de la sauver. » Guillemets doubles. Un silence pesant suivit, brisé seulement par le froissement des papiers que l'enquêteur tenait en main. Pour la première fois, je vis Damian baisser les yeux. Cette image resta gravée en moi. Mon fils, l'assassin de son frère, réduit au silence par la force tranquille de sa mère. En quittant la confrontation, je compris que l'issue approchait. L'enquête allait bientôt se transformer en procès. Dans le village, les gens commençaient à parler. Ceux qui avaient douté de moi me regardaient différemment. Certains frappaient à ma porte pour présenter des excuses maladroites, d'autres m'apportaient des plats ou du bois pour le feu. J'avais cessé d'être la vieille femme isolée et ébranlée. J était devenue celle qui avait osé faire face à l'indicible. Cette nuit-là, assise devant la cheminée, je contemplais la photo de Richard. Ses yeux pétillaient de cette vie qu'on lui avait volée, et je sentis une chaleur nouvelle m'envahir. Je n'avais plus peur. Je savais que Damian restait dangereux, que Leroux n'était pas un ennemi anodin, que le procès serait long et douloureux. Mais je était plus seul, et surtout je était plus dans l'ombre. La vérité existait, tangible, prête à éclater au grand jour. Je posai la main sur la photo et murmurai « Je te le promets, mon fils, ton nom sera lavé, et ta mort ne sera pas oubliée. » Et dans le silence de la maison endormie, j'eus l'impression d'entendre, pour la première fois depuis longtemps, une réponse.
Le jour où tout devait se conclure arriva enfin, comme l'orage que l'on pressent depuis des semaines et qui, au bout du compte, laisse derrière lui un air plus propre. Le palais de justice semblait plus vaste que d'habitude. Les murs de pierre renvoyaient un écho solennel à chacun de mes pas. J. était vivante, fragile et entière à la fois, une femme portée par la mémoire d'un fils et la fidélité d'un mari disparu. J'avais traversé des nuits blanches, des peurs, des mensonges. Aujourd'hui, j'allais voir le nom de Richard être prononcé devant des hommes et des femmes qui allaient juger non seulement des comptes et des contrats, mais d'un crime qui avait brisé une famille. L'audience débuta par la lecture des pièces, virements falsifiés, courriers intimidants, relevés bancaires et les témoignages concordants. L'homme au registre sec du tribunal passa en revue chaque document. La voix du procureur, mesurée, déroula la mécanique du complot financier et de la violence qui l'avait accompagné. Quand vint mon tour de témoigner, je sentis le poids de 1000 regards, mais je n'hésitai pas. Je racontai la randonnée, la poussée, la chute, puis la confession d'Henri au ravin, ses paroles lourdes. « Ocot, il a déjà tué !» Je parlais de la peur, du doute, mais aussi de la conviction née du recoupement des preuves. Mes mots furent calmes, précis. La douleur n'y était plus un chaos, mais une route. Les avocats plaidèrent. Celui de Damien tenta d'Orseva, émousser la cohérence des pièces. Coïncidence, interprétation, motivations exagérées. Mais les experts bancaires confirmèrent l'authenticité des falsifications. Les témoins, l'un après l'autre, tinrent bon. Julien décrivit l'altercation, Tom rappela la camionnette, Irène témoigna de la lettre, et le notaire expliqua comment Henri avait résisté aux pressions. Leroux, quant à lui, fut entendu. Son nom résonna comme celui d'un financier sans scrupules, et plusieurs enregistrements radio et messagerie démontrèrent l'existence de contacts et de manœuvres concertées. La plaidoirie finale du procureur fut un coup près. Il retraça la chaîne d'intentions et d'actes, montrant comment l'appât du gain avait été coupable d'aveugler et de détruire. Il demanda que soit reconnue la préméditation pour la mort de Richard et l'intention de donner la mort pour la tentative contre Henri et moi. L'avocat de la défense, acculé par les faits, ne put que plaider des circonstances atténuantes et la fragilité psychologique de son client. Le tribunal se retira pour délibérer. L'attente fut longue. Dans la salle, je sentais chaque seconde comme un battement. Puis, la porte s'ouvrit. Le président revint, posa ses lunettes et prononça la décision. Damien fut déclaré coupable de complicité de fraude aggravée et d'homicide involontaire. Non, pas seulement involontaire. La Cour reconnut la préméditation pour certains faits et le caractère intentionnel des pressions ayant conduit à la mort de Richard. Il fut condamné à une peine ferme, assortie d'indemnités à verser pour les dommages causés. Leroux, quant à lui, fut mis en examen pour complicité et soumis à des poursuites commerciales et pénales. Plusieurs de ses comptes furent gelés. Mélissa reçut une condamnation plus légère pour complicité passive, mais la justice lui offrit aussi une possibilité de coopération pour réduire sa peine si elle dévoilait l'intégralité des montages. Quand le verdict tomba, j'eus l'impression que le sol, enfin, retrouvait son assise. Ce N n'était pas la fin des douleurs ni la réparation parfaite. On ne ramène pas un fils par des jugements. Mais le mensonge fut reconnu, l'injustice mise à nu, et ceux qui avaient cru pouvoir diriger notre destin en coulisses furent nommés et tenus responsables. Les journalistes parlèrent d'un drame familial tragique. Les voisins murmurèrent, certains pleurèrent, d'autres me serrèrent la main en silence. Irène serra ma main si fort que j'en eus mal. Sa présence avait été un phare. Après l'audience, je fis un pas de plus que je n'avais pas encore osé. Je demandai à voir la tombe de Richard. Le cimetière, ce jour-là, était baigné d'un soleil pâle. Devant sa pierre, je me permis enfin de parler tout haut. Je lui racontai les heures d'angoisse, les nuits à trier les preuves, les visages qui étaient révélés. « J'ai fait ce que je pouvais », murmurai-je. « Ils ont payé. » Mes larmes coulèrent longues et chaudes. La justice avait prononcé des mots, mais la paix, la vraie, venait d'un endroit plus intime. La certitude que j'avais honoré sa mémoire. La vie continua, différente. Les réparations financières n'effaceraient pas les cicatrices, mais elles permirent de stabiliser la maison, de régler les dettes, de sécuriser un avenir qui, un temps, avait vacillé. J'ai repris le chemin de l'aile, école, lentement, pour corriger des copies et retrouver le rythme quotidien qui m'apaise. Les enfants, ceux de Damian, restèrent éloignés pendant des mois. Certains allèrent vivre chez des proches, d'autres devinrent des ombres sur lesquelles la famille devait travailler plus tard, avec prudence et amour. Ce procès n'effaça pas la complexité des sentiments. Je ne pus éprouver que de la fureur et du soulagement mêlés, fureur pour la trahison de mon sang, soulagement pour la reconnaissance publique de la vérité. J'ai appris à accueillir ces émotions sans me juger.
J'avais aimé 2 fils, et l'un était parti, l'autre avait choisi le chemin du crime. Aimant ne signifie pas accepter l'injustice. Les mois suivants, je m'occupais du jardin d'Henri. Planter fut une thérapie, remettre en terre, arroser, voir lever des pousses. Chaque pousse était une promesse fragile de renouveau. Parfois, je parlais à voix haute, racontant à Henri comment j'avais tenu bon, comment la maison respirait à nouveau. Le matin, en corrigeant les cahiers de mes élèves, je souriais parfois, en pensant à Richard et à la lumière qu'il avait eue. Ce sourire, discret, était ma victoire. Avant de clore ces pages, il me faut dire une chose. La justice humaine a fait son office, mais il reste des lieux intimes où l'on se reconstruit lentement. Je n'ai pas cherché la vengeance sous une forme bestiale, j'ai cherché la vérité, le nom enfin prononcé, la réparation nécessaire pour continuer. Et si parfois la nuit me ramène au ravin et à ce cri, le matin apporte aussi la clarté d'une tasse de thé, le chant d'un oiseau, un élève qui réussit un exercice. Je m'appelle Emma. J'ai perdu et j'ai gagné en même temps. La paix parfois, la cicatrice certainement, mais surtout la certitude que la vérité, quand on la défend avec patience et courage, finit par sortir de l'ombre. Richard repose enfin avec un nom rendu à sa mémoire. Et moi, je poursuis mes matins, mes élèves, mon jardin, en honorant la promesse que je lui ai faite au bord du ravin. Tu ne seras pas oublié.